French, au Texas, est en prison ce matin après avoir été filmé volant les décorations de Noël de son voisin. L'ancienne présentatrice accusée d'avoir tué sa mère voit son affaire connaître un rebondissement majeur. Très bien. Et vous, mademoiselle Mock? Le nouveau développement qui a stoppé cette affaire net, du moins pour l'instant. Nous suivons l'affaire avec Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Très bien, juste avant de commencer cet épisode de On the Case, il y a une raison pour laquelle cette émission est l'une des meilleures sur YouTube, et il y a une raison à cela. Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en préjudice corporel aux États-Unis, avec plus de 1000 avocats et des milliards récupérés pour plus de 500 000 clients. Et rien que ces derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions de dollars, alors que l'assurance n'offrait que 350 000 dollars. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions, 40 fois plus que l'offre initiale. Morgan & Morgan vous aide à obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone. Donc si vous êtes blessé, vous pouvez commencer une réclamation sur fortopeople.com/OTC. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR affiché à l'écran. Nous avons beaucoup d'informations à traiter. Angie Mock a été présentatrice du journal du matin. La personne à vos côtés au réveil garde toujours sa bonne humeur. Désormais, elle est sous la garde de l'État du Kansas. Et nous apprenons beaucoup plus sur le passé d'Angie Mock et potentiellement sur ce qu'elle a pu traverser dans sa vie. Mais pour comprendre ces nouvelles informations, je veux commencer par expliquer comment nous en sommes arrivés là. Et tout commence à Halloween. L'affaire a éclaté après le témoignage d'une voisine à la télévision locale, disant qu'une femme s'était approchée d'elle et de son petit ami. La femme couverte de sang doit appeler le 911. Superviseur défense 4 pour coupure au 1514 East County Street, intervention en cours. C'est cet appel qui a ensuite été transmis par la répartition à la police de Wichita. Et lorsque la police de Wichita est arrivée à une maison sur Crowley Street, c'est là qu'ils ont trouvé Anita Evers, âgée de 81 ans, selon la police. Cette femme a été poignardée à plusieurs reprises dans son lit. Transportée à l'hôpital, elle y a succombé. La femme qui aurait été couverte de sang, cherchant à appeler le 911, la personne qui a passé l'appel au 911, était la propre fille d'Anita. Son nom. Angeline Mock, 47 ans, a été arrêtée par la police. Ils l'ont accusée du meurtre de sa mère, l'accusant de l'avoir poignardée à plusieurs reprises à l'intérieur de leur maison. Bien que la police ait d'abord évoqué un meurtre prémédité, de nouveaux éléments émergent dans cette affaire. Il ne semble pas que cette affaire soit vraiment mystérieuse pour découvrir qui a tué Anita Evers. Une affaire centrée sur la question du pourquoi, selon les allégations. Et c'est là que nous allons aborder ces nouvelles informations sur Angeline, sa vie et ce qui a pu se passer au cours des 2 dernières années. Parce que ce qui rend cette histoire si choquante, ce ne sont pas seulement, bien sûr, les détails qui sont incroyablement difficiles à comprendre et très choquants concernant ce qui se serait passé dans la maison. C'est aussi choquant à cause de qui était autrefois Angeline Mock. Bienvenue Angie Mock, merci. Je suis tellement ravie d'être ici et j'ai hâte d'entrer en contact avec vous tous là-bas à Saint-Louis. Donc Angeline Mock était connue sous le nom d'Angie Mock. Pour les nombreux téléspectateurs des informations matinales à Saint-Louis, il y a plus de 10 ans, selon Fox 2 à Saint-Louis. C'est une vidéo publiée en 2011 sur leur page YouTube publique, accueillant Angie Mock comme la nouvelle présentatrice qui faisait désormais partie de leur équipe de journalistes, selon la page LinkedIn d'Angie Mock. Elle a travaillé plus de 10 ans dans l'actualité locale. Je peux vous dire que l'actualité locale, c'est un métier très amusant. Ce n'est pas aussi glamour que cela en a l'air. Les horaires sont difficiles, vous travaillez pendant les jours fériés et il y a beaucoup de travail en coulisses. C'est éprouvant. Angie Mock semblait prête à relever ce défi professionnel. Elle a fait ses preuves, travaillé dur pour arriver à ce stade de sa carrière, une carrière déjà commencée. En novembre 2002, elle débute comme journaliste sportive à Lincoln, Nebraska, un marché très restreint. Mais c'était un début. Et elle a gravi les échelons parce qu'elle est passée par d'autres petites villes comme Rochester, Minnesota. Elle reste un temps à Missoula, Montana, puis part pour Oklahoma City. Et puis elle atterrit dans la plus grande ville où elle a travaillé, et c'était Saint-Louis, et c'est là qu'elle était. Présentateur du matin de mars 2011 à février 2015.
Ensuite, d'après sa page LinkedIn, elle a quitté la télévision et s'est lancée dans la vente de logiciels. Ce n'est pas rare que des gens quittent le journalisme, car c'est un métier très éprouvant, surtout pour ceux qui travaillent dans les émissions du matin. Je veux dire, ce sont des émissions qui commencent vers 4h ou 4h30 du matin. Il faut se lever plusieurs heures avant, souvent la nuit. Beaucoup quittent le secteur de l'information pour un emploi plus classique. Angie Mock a visiblement bien fait de se lancer dans la vente de logiciels, un secteur souvent très lucratif. Maintenant, il n'est pas clair ce qui s'est passé ces dernières années sur le plan mental, ce que traversait Angie Mock. Elle avait une carrière de présentatrice très réussie, rayonnante et pleine d'énergie positive aux infos locales. Puis, quelque chose a changé. Il semble que sa mère, Anita Avers, ait été sa plus grande admiratrice. Voici une photo de la page Facebook d'Avers et une d'Angie avec sa mère, publiée en 2019. Ce que nous savons sur Anita Avers, c'est que non seulement elle était la mère d'Angie Mock, mais elle était aussi thérapeute clinicienne à Wichita. Elle travaillait dans la santé mentale et aidait les personnes concernées. Ce thème est très important dans cette affaire. Parce qu'il apparaît maintenant qu'Angie Mock aurait été diagnostiquée avec un trouble grave de santé mentale, les dossiers du tribunal montrent qu'elle a été diagnostiquée schizophrène. Nous verrons bientôt comment cela affectera son affaire. Parlons maintenant d'Halloween et des informations recueillies par les forces de l'ordre le 31 octobre. Une voisine a déclaré à Kake Télévision qu'Angie Mock s'est précipitée vers elle et son petit ami après le meurtre présumé. Elle a dit, je cite, « Il y avait une femme qui s'est approchée de notre véhicule, couverte de sang. Ses mains étaient pleines de sang, son corps était couvert de sang. Elle a demandé d'appeler le 911 immédiatement. » Cette voisine a dit qu'Angie Mock a ensuite pris son téléphone portable et est retournée dans la maison. Et elle a décrit le comportement de Mock, je cite, « effrayé. Je viens de recevoir l'affidavit dans cette affaire. » Et cela nous donne une idée de la version d'Angie Mock sur ce qui s'est passé ce jour-là, avant que je n'y arrive. D'après Broadcastify, voici ce que disaient les opérateurs alors que les forces de l'ordre se rendaient sur Crowley Street. Donc ce que vous venez d'entendre là, citation, elle a dû poignarder sa mère pour se sauver. Maintenant, Angie Mock et sa mère ont toutes les deux été emmenées à l'hôpital. La police indique qu'Angie Mock avait des coupures aux mains, mais il n'est pas clair s'il considère ces coupures comme des blessures de défense. Aucun casier judiciaire antérieur trouvé pour Angie Mock. En examinant cette déclaration sous serment, on découvre de nouveaux détails dans cette affaire. D'après ce que la police a vu à Halloween et ce qu'Angie Mock leur a dit à l'intérieur de la maison où elle aurait tué sa mère. Maintenant, la déclaration sous serment indique que lorsque la police est arrivée, ils ont, je cite, « trouvé une femme blanche debout à l'extérieur, en train de saigner, tenant une serviette. » Lorsque la police est entrée, elle a trouvé Anita Avers, je cite, « allongée sur le lit avec de multiples blessures par arme blanche au visage et au torse, selon la police. » à côté d'Anita. Sur le lit, l'officier a trouvé plusieurs couteaux de cuisine et une râpe à fromage sur un oreiller. Lorsque la police a demandé à Mock ce qui s'était passé et si sa mère était blessée, Mock aurait répondu, je cite, « son visage, ses yeux » et a fait un geste vers la zone de son torse. Un officier a demandé ce qui s'était passé. Angéline a dit être allée parler à sa mère et l'avoir vue aiguiser des couteaux. Sa mère l'a poursuivie avec un couteau, mais Angéline, plus forte, l'a repoussée. Sa mère a dit « Je sais que tu es Jésus-Christ, bordel », puis elle s'est reculée. Sa mère l'a suivie. Elle l'a contournée, a pris un couteau et s'est jetée sur elle. Angéline a affirmé que sa mère a, je cite, « craché du venin sur moi avec sa putain de bouche ». Elle a donc dû la poignarder pour se défendre. Voilà donc l'une des histoires qu'Angie Mock a racontées aux forces de l'ordre. Il y a une autre version d'une histoire. Elle a raconté à un officier ce qui suit. Angéline a expliqué être allée voir sa mère car elle avait bientôt un entretien dans une chaîne de télévision locale à Wichita, où elle est présentatrice. Elle a dit que sa mère aiguisait des couteaux, était jalouse et ne voulait pas qu'elle ait le poste. Elle a raconté que sa mère l'avait poursuivie partout et qu'Angie devait la tuer car elle ne s'arrêterait pas. Angéline avait donc raison, ses droits, selon elle. Ayant compris ses droits, elle refusa de parler, mettant fin à l'interrogatoire. Angéline Mock, 47 ans, a été inculpée de meurtre au premier degré. Voici sa photo d'identité judiciaire. La plainte pénale indique, je cite, « Angéline Mock a illégalement, intentionnellement et avec préméditation tué un être humain. » Anita Avers, d'accord? Êtes-vous mademoiselle Mock?
Mademoiselle Mock fait sa première apparition au tribunal selon KSN Télévision à Wichita et elle a souri en entrant. Vous êtes accusé de meurtre au premier degré, un crime grave hors barème. La caution est fixée à 1 million de dollars avec contrôle préventif, surveillance électronique et interdiction de contact avec la victime, les témoins ou votre beau-père. La caution dans votre affaire. Excusez-moi. Votre audience dans cette affaire est prévue devant le juge Gearing le 14 novembre à 13h30. Vous avez rempli une déclaration financière, je vais l'approuver et je vais nommer l'équipe d'avocats pour vous représenter. Comme suit, Ian Clark, Breonna, George, Yaka Bladani, Randall Price et Philip White seront les avocats qui vous représenteront. D'accord, merci maintenant. Lors de l'audience, le juge a interdit à Mock de contacter son beau-père. L'affaire a ensuite été examinée lors d'une audience préliminaire. À ce moment, nos caméras étaient dans la salle d'audience. Voici Mock entrant, vêtu d'une combinaison orange de prison. Son audience a été très brève, mais pendant cette audience, un moment clé s'est produit. La défense a affirmé que l'affaire Mock devait être retirée du rôle, c'est-à-dire inactive. Et c'est parce que son avocat avait demandé qu'elle soit évaluée pour déterminer si elle était apte à être jugée. Et maintenant, nous découvrons ce qu'a révélé cette évaluation de santé mentale. Nous avons vu Mock être très émotive en quittant cette audience préliminaire. Donc voici ce qu'a révélé l'évaluation. Angie Mock souffre de schizophrénie et un juge a jugé qu'elle n'est pas apte à être jugée actuellement. Le juge affirme, d'après le rapport médical, que le tribunal estime Mock inapte à être jugée. Le tribunal a ordonné le placement de Mock en établissement psychiatrique et a reporté son affaire indéfiniment. Mais cela ne signifie pas que c'est terminé, car après le traitement, Mock pourrait finalement être jugée apte à comparaître devant le tribunal. Nous accueillons Sherry Botwin, assistante sociale clinicienne et experte en traumatisme, auteure de S'épanouir après un traumatisme, pour discuter de cette affaire et de ses évolutions potentielles. C'est un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime, car ces affaires sont souvent plus complexes. Nous avons entendu la police évoquer un meurtre prémédité. Nous découvrons maintenant ce qu'Angie Mock pouvait ressentir mentalement lors des événements d'Halloween. Je veux commencer d'abord par ce que je sais. Il a été rapporté qu'on lui avait diagnostiqué une schizophrénie, mais le diagnostic officiel serait un trouble schizoaffectif. Qu'est-ce que cela signifie? Le trouble schizoaffectif diffère un peu de la schizophrénie. Il y a une composante liée à l'humeur, donc d'après ce que je lis, elle a, en plus des hallucinations et des délires, également de la dépression. C'est ici que l'affectif intervient. Donc c'est parce que, vous savez, et souvent, malheureusement, quand on parle de schizophrénie, et surtout dans le domaine du true crime, mais c'est comme Nick Reiner récemment. C'est quelque chose qui arrive, vous savez, cette affaire en Californie, qu'est-ce qu'il en est de tout ça, vous voyez? Surtout quand on parle de schizo, comme le mot qui fait partie du diagnostic de quelqu'un. De quoi parlons-nous exactement? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La partie schizo, c'est vraiment ce dont il s'agit. Quand quelqu'un est plus psychotique, il a des hallucinations, des délires, il peut être très paranoïaque. Quand une personne a une dépression majeure en plus de la partie schizo, il s'agit d'un trouble schizoaffectif si on combine ces deux éléments. Si vous avez quelqu'un qui est profondément déprimé et qui regarde aussi les autres comme s'ils étaient contre lui, ou qui ne voit pas les choses clairement, ou qui n'arrive pas à être présent dans le temps et l'espace, vous combinez ces deux choses. Cela pourrait être une véritable bombe à retardement sans traitement psychiatrique et psychologique adapté. Et quand on parle, vous savez, de l'âge, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Angie Mock, parce qu'elle avait une carrière télévisuelle très brillante, et c'en était une qui semblait vraiment bien se passer. Elle quitte les informations, comme beaucoup, à cause des horaires difficiles. Je comprends. Mais à 47 ans, et nous ne savons pas quand elle a été diagnostiquée, ni quel était l'historique lorsque ce problème est survenu. Mais c'est comme avec Je sais, nous parlions avec Nick Reiner et de son âge, et du fait qu'il a été diagnostiqué récemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit généralement pas. Je pense qu'avec la schizophrénie, et peut-être que je me trompe, c'est mon ressenti. On évoque souvent des jeunes hommes diagnostiqués schizophrènes. Ici, il s'agit d'une femme de 47 ans avec un trouble schizoaffectif. À quel âge cela apparaît-il généralement? Cela peut apparaître au début de l'âge adulte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cela peut survenir. Mais cela ne veut pas dire que les gens vont s'en rendre compte. Je ne connais pas les antécédents d'Angie.
Avait-elle déjà été hospitalisée auparavant? Depuis combien de temps était-elle suivie par un psychiatre? C'est aussi l'une de ces choses auxquelles je pense quand je considère son âge, 47 ans. Bien que l'on voit souvent des troubles comme la schizophrénie apparaître au début de l'âge adulte, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se manifester plus tard à l'âge adulte. Dans son cas précis, elle est à la moitié de sa vie. Donc, quand on pense à des choses comme la ménopause chez les femmes, et si elles souffrent déjà d'un trouble grave de la santé mentale, encore une fois, si on combine ces deux choses, cela pourrait révéler le diagnostic, selon ce qui se passe dans sa vie. L'autre chose à laquelle je pensais à son sujet. Quand tu dis qu'elle quittait, tu sais, le monde de la télévision, parfois, quand les gens font des transitions, quand ils changent de travail, et c'est une grande transition pour quelqu'un de quitter son emploi, ce stress ou ces sentiments liés à cette transition. Cela peut révéler ce qui mijote en quelqu'un, parfois des préoccupations ou des problèmes de santé mentale graves. Avant d'aborder son inaptitude à comparaître, quelles conséquences cela aura-t-il pour l'affaire? L'affidavit que nous avons lu, et pour la première fois, nous voyons vraiment ce qu'Angie Mock a dit aux enquêteurs. Dès le début, nous savions qu'il visait une accusation de meurtre prémédité au premier degré. Et puis à peine on entend ces déclarations où elles diffèrent un peu. Mais ensuite, vous savez, elle parle de... Il y a une référence à Jésus-Christ, une référence à Venom, elle en parle. Sa mère de 21 ans aiguisait des couteaux. Elle voulait participer à l'interview télévisée, mais sa mère refusait par jalousie. Ce qui effectivement ressemble à une situation où quelqu'un fait une sorte de crise mentale. Qu'en penses-tu, je veux dire? Et ça, c'est mon avis non professionnel, juste en lisant tout ça. En tant que professionnel, que penses-tu en entendant cela? C'est similaire à ce qu'elle disait aux forces de l'ordre lors de leur venue. Je vois que c'est quelqu'un qui a clairement de la colère et des insécurités, mais je peux aussi voir, ou en lisant ça, j'entends aussi, on dirait vraiment qu'elle a une sorte de pensée paranoïaque ou de délire parce qu'elle parle de ça. C'est une chose de dire que ta mère est jalouse, mais ensuite commencer à dire, tu sais, que ta mère voulait te nuire ou se concentrer sur des choses à propos des couteaux. On dirait qu'il y a une part de réalité, mais il y a aussi des éléments dans l'affidavit qui semblent ne pas avoir de sens. Et on a l'impression qu'il y a un peu de psychose ou de troubles psychotiques. Donc je pense que c'est comme si tu essayais de mélanger les deux. La partie de l'esprit de quelqu'un qui est peut-être rationnel et a des sentiments, et puis l'autre partie de son esprit qui peut être paranoïaque et avoir des délires d'une certaine sorte. Donc c'est déroutant. Concernant l'évolution de son dossier, c'était une audience de situation. L'avocat de la défense a demandé une évaluation mentale pour vérifier si elle pouvait être jugée, et il s'est avéré qu'elle ne l'était pas. Qu'est-ce que cela signifie exactement, selon vous, concernant son état mental? Et pourquoi serait-elle considérée comme inapte à être jugée? Oui, c'est tellement important parce que je sais que lorsque le public ou même les personnes impliquées dans ces affaires doivent entendre cela, eh bien, vous savez, l'affaire est suspendue en attente d'une évaluation de santé mentale. Ce qu'il faut garder à l'esprit, et c'est très important, c'est si elle est inapte à comparaître devant le tribunal. Ce qu'ils disent, c'est qu'elle pourrait même ne pas être capable de se conformer aux règles du tribunal. Elle pourrait ne pas supporter les discussions entre ses avocats et la défense. Cela pourrait provoquer beaucoup de colère, pas forcément dirigée vers le présent. Donc, dans ce cas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils doivent l'évaluer et la soigner. Si c'est un trouble schizoaffectif, ils doivent trouver un médicament, un traitement, une sorte de thérapie. Et puis, une fois qu'elle est stabilisée, elle retourne au tribunal. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas à aller au tribunal, ni qu'il n'y aura pas de procès. Ça veut dire que si tu veux vraiment la justice et que tu veux que le système fonctionne pour toutes les personnes impliquées, pour tout le monde dans cette situation, ils doivent garder leur esprit sain, être présents et traverser le processus. Et elle, d'après ce que je lis en ce moment, est jugée inapte, ce qui veut dire qu'elle n'est pas mentalement assez bien pour faire ce qui est nécessaire. Quand quelqu'un est au tribunal ou passe en jugement, Comment cela se compare-t-il? Parce qu'ensuite, on entend parfois des cas où quelqu'un plaide, vous savez, pour cause de folie. Comment cela diffère-t-il entre une personne inapte à comparaître et quelqu'un déclaré non coupable pour cause de folie?
Être reconnu non coupable pour folie. Vous devez être capable de démontrer qu'au moment où le crime a été commis, vous n'aviez pas la capacité de distinguer le bien du mal. Ce n'est pas ce qui se passe dans cette affaire. Ils ne disent pas qu'elle devrait être déclarée non coupable parce qu'elle était folle. Ils disent mais qu'elle ne peut pas être jugée en ce moment parce qu'elle n'est pas dans un état où elle serait capable de supporter ce qui se passe au fur et à mesure qu'on avance dans le système judiciaire. Donc, encore une fois, c'est extrêmement frustrant pour tout le monde, surtout pour les personnes qui ont perdu quelqu'un qu'elles aiment. Vous souhaitez que tous les impliqués dans une telle affaire puissent comparaître au tribunal. Jusqu'à présent, je n'entends pas qu'elle dise qu'elle veut plaider non coupable pour cause de folie. Je n'entends pas cela. J'entends dire que c'est soit le juge qui a décidé, soit elle a passé des évaluations psychiatriques. Cette personne qui n'a aucune raison de dire oui ou non à un procès dit que cette femme n'est pas en état actuellement de comparaître devant un tribunal. Alors, clarifions cela d'abord, puis nous reviendrons et reprendrons le processus judiciaire. Distinguer est difficile quand on repense à ce qui s'est passé. C'est horrible. Et comment le système juridique, où il s'agit en quelque sorte de distinguer le bien du mal. Mais il y a aussi ce sentiment que c'est la condition dont elle souffrait qui l'a poussée à faire cela. Mais ensuite, elle a appelé le 911, donc c'est un peu comme si, peut-être, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait fait était mal, elle appelle le 911, mais l'acte lui-même pourrait être le résultat du trouble schizo-affectif. Comment le système judiciaire fait-il la part des choses quand une personne n'était peut-être pas dans son état normal au moment des faits? Mais ensuite, tu sais, ils reconnaissent peut-être quand même qu'il y avait une part de bien et de mal dans la façon dont ils ont réagi après coup. Situation très compliquée. Cela me fait encore penser à ce que c'est de vivre avec un trouble schizo-affectif. Donc, au moment où elle a commis le meurtre, est-ce qu'elle n'avait aucune conscience ou idée de ce qu'elle faisait? Et puis quelque chose se brise ou elle réalise 1 minute ou 2 après le meurtre. Oh mon Dieu, regarde ce que j'ai fait. C'est effrayant de recevoir un diagnostic de trouble mental grave sans peut-être avoir le traitement nécessaire. Ce que j'aurais besoin de savoir dans cette situation particulière, c'est ce qui lui passait par la tête pendant qu'elle commettait le meurtre et ce qui lui passait par la tête quand elle a appelé le 911. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé ce qu'elle avait fait ou pendant le crime lui-même? Y a-t-il un certain niveau de conscience? Mais pourtant, il y a une partie d'elle qui ne peut pas s'empêcher d'agir selon ses horribles pulsions. C'est en partie ce que nous devons découvrir comme pour l'affaire Nick Reiner, très similaire. L'une des différences que j'entends entre les deux affaires, c'est que lorsqu'on parlait davantage de Nick après le crime, on entendait dire qu'il était assis dans une cellule. Ce qui m'a semblé presque catatonique ou juste comme absente, ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Angie et je ne sais pas si c'est ainsi qu'elle s'est présentée après. C'est vraiment une affaire difficile, sans réponse simple, et ce n'est pas à nous de décider. Elle était folle ou non. Il va falloir qu'elle ait beaucoup de conversations pendant qu'elle rencontrera le psychologue ou le psychiatre légiste, et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment découvrir la vérité. Savait-elle ce qu'elle faisait ou était-elle hors d'elle en commettant le meurtre? Était-elle folle et ne devrait-elle pas être reconnue coupable? À quel point est-ce courant dans des affaires comme celle-ci, si quelqu'un est diagnostiqué avec quelque chose comme elle, et qu'on les déclare d'abord inaptes à subir leur procès, qu'ils ne soient finalement jamais jugés aptes à comparaître? Ça peut arriver. Le fait est que lorsque vous êtes impliqué dans le système judiciaire, et maintenant, elle va être placée dans un établissement psychiatrique. L'avantage de cela, c'est que nous savons qu'elle sera surveillée. Elle rencontrera évidemment des psychiatres et des thérapeutes et elle sera dans un environnement surveillé et encadré. Il y a des personnes qui, après avoir commis un crime comme celui-ci, ne reçoivent en fait aucune forme d'intervention pour leurs troubles de santé mentale. Donc, dans ce cas-là, cette personne, il se peut qu'on ne sache jamais ce qui va lui arriver. Comme elle a été arrêtée, a appelé le 911 et est accusée de meurtre, elle bénéficiera d'une intervention et nous en saurons plus sur elle et sur les faits. Est-ce qu'elle, vous voyez? Et vous savez, elle a cette intervention. Et espérons-le, elle ira mieux. Mais en même temps, il y a aussi en quelque sorte l'autre côté de la situation. Une fois que tu iras mieux, tu devras faire face à la réalité d'être accusé de meurtre.
Dans quelle mesure le système judiciaire reconnaît-il cela? Est-ce un cas où l'on dit d'accord, tu es maintenant apte à être jugé? Si tu es reconnu coupable, tu iras dans un établissement d'État, peut-être à vie. Oui, c'est là que ça devient vraiment compliqué aussi parce que ça dépend de qui est le juge, ça dépend des déclarations que font les membres survivants de la famille. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, cela dépend de chaque cas. Mon avis pour les personnes comme elle qui luttent contre des maladies mentales aussi graves, c'est que qu'elles soient dans un établissement psychiatrique d'État ou qu'elles soient enfermées en prison. Peu importe où elle ira, elle devra maintenant passer le reste de sa vie quand elle redeviendra elle-même de façon plus lucide. Elle devra affronter toute sa vie ce qu'elle a fait. Encore une fois, je ne dis pas cela pour l'excuser ou par compassion. Je le dis parce qu'il y a des problèmes de santé mentale et évidemment ce n'est pas tout le monde ayant des problèmes de santé mentale qui commet un crime. C'est pourquoi il faut prendre les diagnostics comme le trouble schizoaffectif très au sérieux. Si ce n'est pas traité et si vous n'êtes pas suivi ou que vous n'avez pas l'intervention appropriée, vous pourriez ruiner votre vie ou celle de quelqu'un d'autre. Les problèmes de santé mentale nécessitent plus d'attention. Parce que ces cas seraient de moins en moins nombreux, peut-être si plus de personnes avaient accès à l'information et étaient éduquées sur ce qu'est le trouble schizoaffectif. Et que suis-je censé faire si j'en souffre? Et je pense aussi, je veux dire, pour Anita Vers, sa mère qui travaillait dans ce domaine. Vous savez, en tant que thérapeute, elle aidait, vous savez, des personnes avec des problèmes de couple, d'anxiété ou de dépression. Elle s'occupait de cela et connaissait quelqu'un confronté à des problèmes de santé mentale. Ensuite, nous avons couvert l'affaire. Je pense à Rob et Nick Rainer et à quel point Rob Rainer, aussi brillant soit-il, restait avant tout un père, comme sa femme Michelle. Des parents cherchaient comment aider leur fils et on verra si la schizophrénie intervient dans sa défense. Je sais qu'il y a débat, mais seulement dans votre domaine. Comment font les personnes qui ont un proche qu'elles aiment et qu'elles veulent aider, qui vit sous le même toit qu'eux, qui est aussi extrêmement dangereux, vous voyez. Prétendument, dans ce cas, à cause d'un trouble de santé mentale très grave, comment les gens s'en sortent-ils avec succès? Si vous vivez avec un proche ayant un problème de santé mentale, même en tant que thérapeute, le mieux est d'agir ainsi. Même en tant que thérapeute, je ne vois pas aussi clairement les choses avec ma famille ou mon enfant, car c'est ma famille. La meilleure chose à faire, c'est d'avoir accès à des ressources, de vous informer, de parler à des thérapeutes, d'aller en ligne et de rejoindre des groupes qui se consacrent à la psychoéducation. C'est ça, quand il s'agit de quelqu'un de notre famille et qu'on aime cette personne, il y a une partie de nous qui ne veut pas accepter le déni, ou bien le pas mon enfant. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qu'on aime et que l'on travaille dans ce domaine ou que moi je le fasse. Ce que tu fais dans la vie, ça n'a plus d'importance quand il s'agit de notre propre enfant ou d'un membre de la famille. Toute la partie logique en nous, elle disparaît complètement parce qu'on ne veut pas avoir à penser que quelqu'un qu'on aime puisse aussi aller vraiment mal. Donc, je pense que l'éducation, être ouverte et comprendre que tout peut arriver à n'importe lequel d'entre nous et essayer de comprendre si quelque chose comme ça se passe. Dans notre propre famille, nous avons aussi besoin de soutien. Nous devons pouvoir parler de nos propres sentiments et être capables de dire non. Cela arrive dans ma famille. Maintenant que je sais que cela se produit, quelles mesures concrètes puis-je prendre pour m'informer et m'assurer que ce soit dans le cas de Nick Rainer, les parents et toutes les personnes impliquées ont le soutien dont elles ont besoin. Nous voulons éviter ces cas sans continuer à en parler à l'antenne. Et sans éducation ni intervention, la probabilité que quelque chose se produise est beaucoup plus élevée. Non, c'est très bien dit. Chérie Botwin, c'est un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Vous avez publié S'épanouir après un traumatisme. Que faut-il en retenir? Ce que je veux vraiment dire aux gens, c'est que vous savez, le traumatisme peut entraîner toutes sortes de conséquences terribles. Il s'agit d'affronter, reconnaître et accepter la vérité. Et quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre si vous avez traversé quelque chose? Ou, dans ce cas, si vous avez un membre de votre famille qui est très malade et qui a commis un crime horrible? Quelles sont les mesures concrètes que les gens peuvent prendre pour continuer à vivre, même après des situations terribles? Nous évoquons une affaire complexe à Wichita, Kansas. Sherry Botlin, experte en traumatisme,
Merci de partager votre point de vue sur Law and Crime. Merci de m'avoir invité. Dans sa nécrologie, Anita Avers était décrite comme une femme de foi qui avait une passion pour le conseil et pour aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Elle était thérapeute clinique et familiale à Wichita. Sa biographie précise qu'elle traitait les adultes souffrant de dépression, d'anxiété, de troubles du spectre, de traumatisme, de troubles de l'humeur et de problèmes relationnels tels que conflits familiaux, infidélité ou divorce. Et ce qui nous a vraiment frappé dans sa nécrologie, c'est que l'une des personnes qui lui survivent est sa fille Angéline Mock. C'est tout pour Sur l'affaire, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez les épisodes sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine fois.